Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo s'intitule Augmentation des capacités d'intervention des entrepreneurs de la réparation automobile par la maîtrise des systèmes embarqués à l'automobile. Je suis Bertrand Yann, du fait de la calibration des calculateurs pour des raisons de maintenance ou pour répondre aux besoins des clients qui peuvent être d'ordre économique ou encore en termes de gain de puissance. L'évolution des technologies qui se trouvent dans nos voitures surpasse déjà les aptitudes de nos chers réparateurs automobiles et garagistes. D'ailleurs, pour tous les praticiens, ils savent que l'information est devenue quelque chose d'assez rare aujourd'hui. Pour avoir une information sur la procédure, réparer un défaut, ça commence à se faire assez rare. C'est donc dans le souci de supprimer le fossé qui existe entre les besoins en termes de maintenance et le savoir-faire disponible que j'ai conçu cette vidéo. Elle permettra, la vidéo, à tous les entrepreneurs de la réparation de prendre conscience de l'écart qui est en train de se creuser au jour le jour. Après cette prise de conscience, pour être à la page, je reste disponible à accompagner ceux d'entre eux, les entrepreneurs de la réparation, qui ne voudront plus rester à la traîne et qui souhaiteraient proposer des prestations de haute qualité à leur clientèle. Tout au long donc de cette vidéo, nous allons voir de quoi sont faits les véhicules actuels, la complexité des technologies qui s'y trouvent. Nous allons voir comment s'approprier cette technologie ou alors comment fonctionne-t-elle, et nous ferons à la fin une projection, une sorte de délire pour s'imaginer un peu à quoi pourrait ressembler la voiture de demain, la voiture du futur. Je vous prie de prendre une position confortable car la vidéo a un format un peu long et d'écouter attentivement la suite car c'est vraiment un bouillon d'informations très épicé. Alors, le marché de l'automobile est en perpétuelle évolution avec une concurrence massive obligeant l'innovation. Donc tout ce que nous voyons au quotidien comme voiture avec des fonctionnalités high-tech, tout cela est motivé parfois par la concurrence. Alors l'intégration de nouveaux systèmes embarqués plus puissants, plus performants et pouvant proposer tout type de fonctionnalités permet de répondre aux besoins des consommateurs de plus en plus exigeants. Alors ça veut dire que non seulement l'innovation que nous rencontrons sur les véhicules est motivée par des raisons de concurrence dans le souci de gagner le marché, une partie de la motivation vient également des besoins des consommateurs qui souhaiteraient avoir des véhicules high-tech. Le monde fabrique des milliardaires, de nouveaux milliardaires tous les jours, donc forcément la demande en véhicules high-tech est elle aussi sans cesse croissante. Alors l'électronique embarquée, c'est elle qui permet toute cette évolution dans nos véhicules. Et je peux dire c'est le socle de cette évolution. Cette électronique embarquée joue un rôle dans des fonctions aussi diverses que la gestion de la recharge électrique, le contrôle moteur, la connectivité du véhicule à son environnement extérieur ou encore le système d'assistance à la conduite. Alors nous aborderons certaines de ces fonctionnalités dans la suite de la vidéo. Nous allons définir ce que c'est qu'un système embarqué. Donc, un système embarqué est un ensemble d'éléments informatiques et électroniques interagissant entre eux de façon autonome et complémentaire. Ces systèmes sont conçus de manière à pouvoir répondre spécifiquement aux besoins de leur environnement respectif. Alors cette définition veut dire qu'un système embarqué, d'abord un système c'est un ensemble d'éléments, et il est conçu pour répondre à un besoin spécifique. Ça veut dire qu'un système embarqué lié à l'automobile peut ne pas fonctionner par exemple dans un navire ou dans un avion, je ne sais quoi d'autre, car il a été conçu pour remplir des fonctions dans un environnement bien précis. C'est ce que souligne cette définition. Le terme embarqué
représente la mobilité et l'autonomie du système en interaction directe avec son environnement dans l'exécution de tâches précises afin de répondre à la finalité de celui-ci. Voilà, donc généralement, les systèmes embarqués sont des systèmes autonomes, c'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont capables de prendre un certain nombre de décisions tout seuls grâce à l'intelligence qu'on y met à la conception. Un système embarqué constitue à la fois d'une partie logicielle et une partie matérielle. Alors ces deux parties sont étroitement liées. Ça veut dire que si vous avez un défaut sur la partie matérielle, la partie logicielle ne pourra pas dérouler toutes les routines qu'elle devrait exécuter. Même chose pour le cas inverse, c'est-à-dire si vous avez une panne sur la partie logicielle, la partie matérielle également ne pourra pas remplir toutes les fonctions qui lui sont liées. Donc quand on fait un diagnostic, on doit avoir en tête ces deux aspects qui meublent la technologie qui est installée dans les véhicules. Alors, les systèmes embarqués évoluent le plus souvent dans des environnements instables et non maîtrisés, les obligeant à anticiper tout événement particulier pouvant les perturber. Alors, la notion on parle ici d'anticiper pour souligner le caractère intelligent de ces systèmes qui sont capables de s'adapter à de nouvelles conditions, grâce aux techniques de commande prédictive ou grâce aux techniques d'asservissement telles que les régulateurs PID. C'est pas l'objet de la vidéo, mais comprenez que ces systèmes sont d'une intelligence que vous ne pouvez pas imaginer. Alors certaines de ces perturbations peuvent être des chocs. Une voiture peut faire face à des chocs. Il faudrait qu'elle puisse s'adapter à cet événement. Elle peut faire face à des fortes températures, qu'elle arrive à faire face à cet événement également. Elle peut faire face aux vibrations, à l'humidité et bien d'autres circonstances. Par exemple, la hauteur du véhicule par rapport au niveau de la mer. C'est également une circonstance assez significative, assez sérieuse à prendre en considération, car plus on s'éloigne du niveau de la mer, plus la densité de l'air change. Et si on souhaite avoir le même rendement de combustion, il va falloir ajuster la quantité d'air qu'on a mis dans les cylindres. Donc voilà autant d'événements sur lesquels le système embarqué qui est installé dans l'automobile doit gérer, doit comprendre, il doit s'adapter par rapport à ces différents événements auxquels il fait face. Un véhicule moderne contient une grande quantité d'électronique et d'informatique. Pour l'aspect électronique, on retrouve entre autres des capteurs et des calculateurs. Et pour ce qui est de la partie informatique, on retrouve dans ces calculateurs des milliers de lignes de code informatique qui s'exécutent pour remplir les fonctions définies. Alors, cette évolution, il faut quand même reconnaître qu'elle est vertigineuse. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, elle s'explique par les demandes exigeantes des consommateurs et d'un autre côté, l'envie, soit des concessionnaires, des fabricants de véhicules, de faire la différence. Il s'y ajoute également des aspects économiques, c'est-à-dire que on voudrait par exemple fabriquer une voiture pour une catégorie de personnes, de personnalités par exemple, et pour y arriver, on va chercher à produire effectivement une voiture à la hauteur de cette catégorie de personnes qui sera différente d'une autre catégorie de personnes cibles. Donc voilà autant d'éléments qui motivent toute cette évolution technologique qu'on retrouve dans nos voitures. En plus de cela, il y a les aspects écologiques. De plus en plus, on nous parle de réchauffement climatique pour permettre à un véhicule
d'être le plus possible respectueux de l'environnement, n'est-ce pas, on utilise l'électronique embarquée afin qu'il réponde à ces nouvelles attentes. Parce que en se limitant seulement à la combustion proprement dite, on ne peut pas arriver à contrôler ce qu'on rejette dans la nature. Donc à cela on associe beaucoup d'électronique pour qu'au finish qu'on se retrouve avec un véhicule plus ou moins écolo. Alors nous avons là une illustration qui nous présente quelques fonctions d'un véhicule moderne pour que vous compreniez un peu la complexité des véhicules que nous avons en ce moment. En tant qu'entrepreneur de la réparation automobile, vous devez en être conscient. Parmi ces fonctions, parce que le chemin ne peut pas comporter toutes les fonctions qui existent, et de deux, ça c'est d'un de deux, toutes les fonctions qui sont présentées sur ce dessin ne se retrouvent pas toutes en même temps dans un véhicule. Comme on l'a vu tout à l'heure, les véhicules sont fabriqués en fonction des cibles. Pour une clientèle cible, le concessionnaire va choisir d'intégrer certaines de ces fonctions, et pour une autre catégorie cible, choisir d'autres fonctions ou bien les fonctions de l'autre catégorie et y associer de nouvelles fonctions. Mais sur l'image, vous avez toute une panoplie de fonctions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peuvent ne pas toutes se retrouver en même temps dans une voiture. Et nous allons commenter quelques-unes de ces fonctions. Alors là, c'est l'airbag, ça veut dire que de nos jours, les voitures ont de l'intelligence qui permet de protéger le conducteur contre les chocs en cas de collision grâce à des ballons gonflables qui sont gérés électroniquement grâce à l'électronique embarquée qu'on a définie tout à l'heure. Alors, on peut également retrouver sur les voitures modernes des lampes qui peuvent s'allumer de façon automatique en fonction du niveau de lumière qu'il y a autour du véhicule. On peut retrouver la fonction qu'on appelle le cruise control, qui est une fonction d'assistance du conducteur en cas de fatigue. Elle agit spécifiquement sur la pédale d'accélérateur afin d'alléger la tâche d'accélération au conducteur. Nous n'allons pas commenter toutes les fonctions. Ici nous avons par exemple le lane correction. C'est une fonction qui avertit le conducteur lorsqu'il chevauche une ligne continue sans avoir clignoté, parce que sans avoir clignoté, on suppose que c'est un signe d'inattention. Donc le système lane correction avertit le conducteur qu'il vient de chevaucher une ligne continue. Bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faudrait que la route soit assez bien matérialisée. Nous avons par exemple un système qui s'appelle Battery Management, qui, comme son nom l'indique, qui s'occupe de la gestion d'électricité dans l'automobile. Donc nous avons par exemple le Hill Hold Control, et cette fonction évite que la voiture recule quand le chauffeur décide d'aller de l'avant, c'est-à-dire que la voiture est à l'arrêt, par exemple dans les embouteillages sur une pente. Alors, pendant que la voiture est à l'arrêt, le pied est sur la pédale de frein. Pour repartir, il va falloir enlever le pied de la pédale de frein pour la pédale de gaz, pour la pédale d'accélérateur. Ce déplacement peut prendre 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Alors, ce système électronique va éviter que la voiture ne recule pendant un laps de temps. Le temps juste de retirer le pied de la pédale de frein pour la pédale de gaz. Donc tout ça est géré par l'électronique embarquée à l'automobile. Alors un autre système qui mérite d'être commenté, c'est par exemple celui-ci, Active Yaw Control. C'est un système qui veille à la stabilité du véhicule. C'est également une merveille de technologie.
un autre système qui est par exemple Digital Turn Signal, alors qui est le système qui gère les clignotants. Nous avons le système, la fonction Electronic Throttle Control. Alors c'est une fonction assez intéressante car c'est elle qui a remplacé le câble qu'il y avait autrefois entre la pédale d'accélérateur et le volet des gaz, le papillon des gaz, le volet qui détermine la quantité d'air ou la quantité de mélange qui doit entrer dans les cylindres. Autrefois c'est un câble, quand on appuyait sur la pédale d'accélérateur, on agissait sur un câble qui, en fonction de la pression sur le câble, qui donnait un certain angle d'ouverture à ce volet de gaz. De nos jours c'est géré électroniquement. Voilà, ça rend la gestion du moteur beaucoup plus souple et beaucoup plus efficace. Alors nous avons par exemple cette fonction que je trouve aussi intéressante, Cylinder Deactivation. Alors c'est un système électronique, une fonction de l'électronique embarquée à l'automobile qui peut désactiver quelques cylindres. Imaginons qu'on soit bloqué dans les embouteillages. Alors on a un véhicule qui a 8 cylindres, on est dans des embouteillages depuis 30 minutes. Alors pourquoi continuer à injecter du carburant dans ces 8 cylindres alors qu'on ne bouge pas? Alors cette fonction va donc désactiver quelques cylindres et ça permet d'économiser en carburant. Alors on a le fameux OBD2 que les entrepreneurs de la réparation connaissent bien. C'est un port de communication qui se trouve généralement sous le volant. Alors il y a eu OBD1 qui a montré des limites, et ensuite l'OBD2 a été créé, et après l'OBD2, l'OBD3 également a été créé, mais il émettait en permanence, donc la connectivité avec l'OBD3 pouvait se faire à distance. Alors il devenait donc un peu plus facile, par exemple, de se connecter sur la voiture du voisin et la hacker par exemple. Voilà pourquoi l'OBD3 a été retiré du marché, à cause de cette possibilité de se connecter à distance sur un véhicule. Parce que c'est quand même de l'informatique, c'est à partir du moment où on a accès à un réseau, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Alors si les enjeux sont justifiés bien sûr. Donc à cause de cela, l'OBD3 a été retiré du marché et pour retenir l'OBD2 qui lui nécessite qu'on soit tout près du véhicule pour se connecter sur le réseau d'information qui est dans le véhicule. Bon, on va un peu voir un peu plus en détail ce que c'est que ce fameux OBD2. Alors on a la fonction Instrument Cluster qui concerne tout ce qui est information à afficher sur le tableau de bord. Donc c'est cette électronique qui s'occupe de tout ça. Bon, il y a des petites fonctions comme la gestion de la luminosité dans l'habitacle. Bon, il y a des fonctions comme l'anti-blocage des roues qu'on appelle en d'autres termes l'ABS. Voilà un peu brossé quelques fonctions de l'électronique embarquée qu'on peut retrouver dans un véhicule moderne. Alors, toutes les fonctions que nous avons vues tout à l'heure sont regroupées en catégories, donc sont catégorisées. Alors, quand on fait le diagnostic automobile, on constate que tous les codes d'erreur n'ont pas le même préfixe. Alors, il y a certains codes qui commencent par P, d'autres qui commencent par B, d'autres qui commencent par C, d'autres qui commencent par U. Ces préfixes là sont dus au fait que toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions de l'électronique embarquée dans l'automobile ne sont pas rangées de la même façon, ne sont pas traitées de la même façon. Donc il y a des compartiments, des segments qui ont été créés. Certaines fonctions sont rattachées au châssis,
D'autres fonctions sont rattachées à l'habitacle. D'autres fonctions sont rattachées à la gestion moteur et transmission de puissance. D'autres fonctions sont plutôt rattachées à tout ce qui est communication sur la voiture. Donc par exemple, toutes les fonctions qui sont rattachées à la gestion moteur et transmission de puissance ont le préfixe P. Si au cours d'un diagnostic, vous avez un code d'erreur qui commence par P, ça veut déjà dire que l'erreur est liée à cette catégorie de fonctions, à ce regroupement de fonctions. Si vous avez un code d'erreur qui a le préfixe U, cela veut dire que cette erreur est liée à une fonction de la catégorie du réseau de communication de la voiture. Donc voilà un peu, quand on fait de la réparation, c'est des choses qu'il faut connaître. Ça rend, quand vous les connaissez, vous avez des raisonnements assez synthétiques au cours de votre diagnostic. Le SPI6, c'est un système de stabilisation, Electronic Stability Program. Donc c'est un système électronique qui s'occupe de la stabilité du véhicule, évitant par exemple les dérapages. Donc c'est des choses qu'il faut connaître au bout des doigts. Il y aura certainement une vidéo dans laquelle je reviendrai un peu plus en profondeur sur la nomenclature des codes de défaut qu'on peut rencontrer au cours d'un diagnostic électronique sur un véhicule. Alors comme nous l'avons vu, toutes ces fonctions sont gérées par des ECU. ECU qui veut dire Electronic Control Unit. Alors des ECU qui représentent les calculateurs présents dans le véhicule. Donc les ECU c'est une appellation anglaise, c'est une abréviation de Electronic Control Unit, et cette abréviation, ce nom veut dire calculateur électronique. Alors les calculateurs électroniques, on n'en trouve pas seulement dans les véhicules, il y en a dans les bateaux, il y en a dans les avions. Les calculateurs sont de petits boîtiers noirs, ayant chacun leur spécificité et leur rôle. Comme on a vu tout à l'heure, chaque fonction est remplie par un calculateur bien précis dans un véhicule. Ça veut dire que si vous avez un véhicule qui a 10 fonctions, il pourrait y avoir 10 calculateurs également. Donc certaines fonctions peuvent être associées ensemble dans un seul calculateur. Dans le principe, ce qu'il faut savoir, c'est que autant de fonctions, autant de calculateurs. Cela nous pousse à s'imaginer combien de calculateurs on pourra avoir dans un véhicule moderne. Pensez à toute la panoplie de fonctions que nous avons vues tout à l'heure. Alors, ça ferait autant de calculateurs installés dans un véhicule qui aurait toutes ces fonctions. Alors, le tableau suivant présente quelques-uns de ces calculateurs avec l'abréviation du calculateur, sa désignation et son utilité. Le premier calculateur, c'est Engine Control Unit, alors qui a pour rôle de gérer le moteur, c'est-à-dire tout ce qui est combustion et la qualité de la combustion qui se produit dans le moteur. On a le SCU, Speed Control Unit, qui est l'électronique ou le calculateur qui gère la vitesse. On a le TCU, qui est le Telematic Control Unit, qui est le système de gestion de la position du véhicule en temps réel. On a l'ABS, Control Module, qui veille sur le système de freinage afin d'éviter le blocage complet des roues à une certaine vitesse. On a des calculateurs qui s'appellent Battery Management System, qui s'occupe de
qui s'occupe de la gestion de l'énergie de la batterie. On peut avoir le PCM qui veut dire Powertrain Control Module, qui gère tout ce qui est transmission de puissance du moteur jusqu'aux roues motrices. On a le calculateur BCM, Body Control Module, qui régule les besoins d'électricité dans le véhicule. On a par exemple le HVAC CM. Le HVAC, c'est tout ce qui est climatisation, chauffage. Voilà, donc c'est ce calculateur là qui s'en occupe. Pardon. On a le calculateur d'airbag, alors qui est censé développer, qui est censé déployer le ballon gonflable pour protéger le conducteur en cas de collision. Le calculateur PDM qui s'occupe de la sécurité des portières des passagers. On a le calculateur SM, Sunroof Module, qui gère le toit ouvrant. Alors ça fait assez sexy d'avoir ce genre de véhicule avec toit ouvrant. On peut avoir un calculateur RSM qui détecte les pluies et commande de façon automatique certaines utilités comme les veilleuses ou les essuie-glaces. On a l'IC qui est un module qui s'appelle Instrument Cluster. On l'a vu tout à l'heure, c'est toute l'information qui est censée être présente sur un tableau de bord. C'est contrôlé par l'instrument cluster. On peut avoir le DDM qui veut dire Driver Door Module, un peu comme le calculateur de sécurité des portes des passagers. Le DDM, lui, il s'occupe de la portière et du conducteur. Alors tout ça pourrait par exemple éviter pour les passagers, ça pourrait éviter d'avoir des passagers kamikazes qui seraient tentés de sauter du véhicule en marche. Voilà, ça peut être intéressant pour éviter ce genre de choses. Alors on pourrait avoir le calculateur HSM qui veut dire Heated Seat Module, qui est un calculateur qui peut réchauffer le siège, qui peut réchauffer les sièges. On peut avoir le calculateur MSM, Memory Seat Module. C'est un calculateur qui s'occupe du confort du conducteur sur son siège. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il se torde tout le cou pour voir le miroir intérieur ou pour voir le rétroviseur gauche ou le rétroviseur droit. Donc ce calculateur-là va soit repositionner tout seul le siège du chauffeur ou régler ses accessoires, les miroirs, le volant ou les positions des pédales ou les hauteurs des pédales. Tout ça peut être géré automatiquement par ce calculateur. Alors on peut avoir le calculateur APM qui est Adjustable Pedal Module, alors qui rentre également dans le confort du conducteur. On a le calculateur SCIM qui veut dire Centric Immobilizer Module. Alors c'est le calculateur qui s'occupe de la sécurité primaire d'une voiture, qui est couramment appelé Immobilizer tout simplement. C'est un calculateur dont la technologie est vivement recherchée par voilà, ceux qui prennent des voitures sans autorisation. Alors, tous les calculateurs que nous venons de voir dans les tableaux précédents sont des boîtiers. C'est-à-dire qu'un calculateur, c'est un boîtier comme ça. Excusez-moi, c'est un boîtier qui contient à l'intérieur une carte électronique. Voilà, et pour raccorder ce boîtier au reste du système du véhicule, il y a donc des broches.
donc des connecteurs, broches, je veux dire des connecteurs électriques, alors qui permettent de connecter les capteurs et les actuateurs sur ces calculateurs là. Nous avons vu que chaque module remplit un certain nombre de fonctions ou peut remplir une fonction. Alors pour qu'il remplisse cette fonction, on y connecte des capteurs qui apportent de l'information au module et on y connecte des actuateurs ou des actionneurs qui reçoivent les ordres venant du calculateur, bien évidemment, après qu'il ait traité l'information reçue venant des calculateurs. Alors, les calculateurs contiennent des programmes. On a vu que c'est de l'électronique embarquée qui est constituée de la partie matérielle et de la partie logicielle. Donc, nous revenons sur ce concept en disant que les calculateurs contiennent des programmes informatiques en pouvant être codés en divers langages de programmation informatique. Les cartes électroniques qui sont dans ces calculateurs là contiennent des puces, des composants électroniques. Alors certains de ces composants électroniques sont des composants capables de recevoir un programme informatique, un code informatique. Alors ce code informatique sera donc exécuté en temps réel, n'est-ce pas, pour remplir la fonction pour laquelle le calculateur a été conçu. Alors, vu tout ce que ces calculateurs sont capables de faire, alors nous pouvons les qualifier d'intelligents grâce à, bien évidemment, à leur capacité de prise de décision en fonction des informations venant des capteurs. Parce que, comme nous l'avons vu, ils sont bien intelligents, ces calculateurs. Ils font pas mal de choses merveilleuses. Alors, dans le cas d'un calculateur moteur, son but sera d'assurer les fonctions de pilotage d'un moteur en ajustant en temps réel les besoins du moteur en fonction des informations venant des capteurs. Alors vous comprenez ici que le mot capteur revient assez souvent. Donc pour un système embarqué, le capteur est comme un organe de sens, un organe qui apporte de l'information au cerveau du système embarqué. Et ici, le cerveau peut être remplacé par un calculateur. Il faut bien comprendre cette chaîne d'informations. Le calculateur reçoit ces informations. Nous avons vu que l'information vient des capteurs. Alors, il reçoit donc ces informations, les traite grâce au logiciel qui est stocké dans le calculateur. Et par la suite, le calculateur va décider quoi faire en agissant donc sur des actionneurs ou des actuateurs pour remplir une fonction bien donnée. C'est ce qu'on a appelé ici des actions. J'insiste là-dessus. Il faut bien comprendre cette chaîne d'information. On a le capteur qui prend de l'information, transmet l'information au module, et le module traite l'information grâce au logiciel qui l'embarque, et ensuite va prendre une décision et générer une action grâce aux différents actuateurs. Donc cette chaîne d'information est très importante à comprendre. Quand elle est bien comprise, ça rend le diagnostic moins compliqué à faire, ça rend l'interprétation des rapports de diagnostic moins compliqué, moins fastidieux. Alors l'image que nous avons revient sur cette chaîne d'information que nous venons de voir. À gauche ici, tout ce qui est à gauche ici, nous avons des capteurs qu'on appelle en anglais sensors. C'est des capteurs qui sont là pour recueillir de l'information. C'est très important. Les capteurs servent uniquement à recueillir de l'information. C'est le rôle des capteurs. Alors, tout ce qui est donc, comme je l'ai dit, du côté gauche, c'est des sensors, des capteurs. Sensors en anglais.
Alors tout ce qui est du côté droit, c'est des actuateurs ou des actionneurs qui peuvent être des injecteurs, des relais, des bobines d'allumage par exemple, des boîtiers, des vannes ou des voyants. Voilà des exemples d'actuateurs, des exemples d'actionneurs qu'on pourrait retrouver dans une voiture. Alors la chaîne d'information est comme suit. L'information venant soit des capteurs, soit d'un des capteurs ici présents, est transmise vers le calculateur. Le calculateur va traiter cette information en fonction du programme qu'il embarque à l'intérieur. Au terme du traitement de cette information, le calculateur va prendre une décision qui équivaut à un signal électrique qui sera transmis vers un actuateur ou vers un actionneur. Et l'actionneur va réagir donc en fonction du signal reçu. Donc voilà à nouveau la chaîne d'information dans un véhicule. Alors je vais prendre un exemple un peu plus précis pour que tout soit compris par tous. Alors supposons qu'on a ici supposons nous avons ici le capteur de la position de la pédale d'accélérateur. Accélérateur, pédale sensor. Alors ce capteur va envoyer l'information sur la position de la pédale au calculateur. Alors imaginons qu'on a plutôt enfoncé la pédale d'accélérateur, ça veut dire qu'on voudrait aller vite. On envoie l'information au calculateur qu'on veut augmenter le régime du moteur. Alors, le calculateur va recevoir cette information, la traiter, et puisque l'information veut dire qu'on veut augmenter la vitesse de rotation du moteur, alors le programme qui est dans le calculateur va traiter cette information de façon cohérente et va augmenter la fréquence d'ouverture des injecteurs pour avoir un peu plus de carburant dans les cylindres. Donc je pense que au terme de cet exemple bien délimité, tout le monde a pu comprendre la chaîne d'information dans un véhicule. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les capteurs peuvent être assimilés à des organes de sens. Les calculateurs qu'on a vu tout à l'heure, qui peuvent être assez nombreux, comme on l'a vu dans les précédents tableaux. Les calculateurs représentent les cerveaux et les actuateurs, les actionneurs, représentent les membres, par analogie à un individu. Donc les actuateurs représentent les membres qui peuvent se mouvoir en fonction des ordres venant du cerveau. Alors au centre de cette illustration, nous avons un port qui est là, c'est le port OBD. Comme on l'a vu précédemment, c'est un port qui permet de conduire un diagnostic sur un véhicule, mais nous verrons par la suite que à travers ce port on peut faire bon nombre de choses au-delà du simple diagnostic qui est une fonction non négligeable, car aujourd'hui avec toute la complexité qu'il y a au sein d'un véhicule, alors pour le diagnostiquer on est souvent obligé de se connecter sur ce port-ci pour interroger les calculateurs, pour qu'ils nous disent ce que eux ils pensent du problème qu'on a remarqué sur le véhicule.
parce que il y a tellement d'intelligence dans le véhicule que avec le raisonnement, avec les méthodes de diagnostic d'antan, il serait très difficile d'arriver à comprendre un éventuel dysfonctionnement sur un véhicule. Nous verrons un peu ça en détail plus tard. Alors, toute cette panoplie de calculateurs qui se trouvent dans un véhicule doivent communiquer. Tous ces calculateurs-là doivent communiquer entre eux via des bus de communication. Bien évidemment, chaque calculateur gère son propre système. Comme on a vu, on peut avoir un calculateur pour l'ABS qui gère le système de freinage. On peut avoir un calculateur qui s'occupe du toit ouvrant. On peut avoir un calculateur qui a l'intelligence lui permettant de détecter qu'il y a de la pluie et déclencher tout seul les accessoires tels que les essuie-glaces ou les veilleuses. Donc tous ces calculateurs là communiquent entre eux, échangent de l'information, ils interagissent puisque chacun d'eux contient un programme informatique. Alors, pendant que chacun fait le job pour lequel il a été installé dans le véhicule, ils interagissent également entre eux et échangent des informations. Cette communication s'appuie principalement sur un bus de données appelé CAN. CAN qui signifie Controller Area Network. Alors c'est un bus qui a été créé il y a fort longtemps par un certain monsieur Bosch. Alors c'est un bus parmi tant d'autres. Un protocole de communication représente la manière dont sont encodées les informations circulant dans le bus. C'est ça un protocole de communication. C'est la manière dont les informations sont encodées. En d'autres termes, c'est la manière dont les informations sont échangées dans un bus de communication. Alors, pour faire encore un peu plus simple, je dirais qu'un protocole, c'est les règles, l'ensemble des règles qui régissent des échanges entre deux éléments qui sont appelés à dialoguer. Alors, pour le cas qui nous préoccupe en ce moment, nous parlons du bus CAN qui a son protocole qui lui est propre. Alors, le bus CAN est bâti sur deux fils uniquement. Le bus CAN, il est bâti sur deux câbles électriques comme sur ce schéma. Alors sur ces deux câbles qu'on appelle le bus, dans le bus le voici ici, il est constitué de ces deux câbles. C'est l'aspect physique du bus CAN. Alors sur ces deux câbles donc, on connecte tous les différents modules qui sont installés dans le véhicule. Donc si ici on a le module EQ qui, comme on l'a vu tout à l'heure, qui s'occupe de la gestion moteur, alors ce module là aura deux câbles qui viendront se connecter sur le bus CAN. Le module ABS, le module qui s'occupe de l'ABS également, aura deux câbles qui viendront se connecter sur le bus CAN. Le module qui s'occupe des airbags aura lui aussi deux câbles qui viendront se connecter sur le bus CAN, ainsi de suite. Alors, quand on parle de communication, au lieu de parler des modules ou des calculateurs, on parle plutôt des nœuds. Donc on dira plutôt que chaque nœud ici est connecté sur le bus CAN par le biais, n'est-ce pas, de deux câbles. On ne parlera plus de calculateur. Quand on aborde l'aspect communication du bus, les termes changent un peu. On parle beaucoup plus en ce moment. On parle en ce moment des nœuds. Bon, c'est juste le langage qui change, mais un nœud c'est bon. On parle de nœud parce que là nous ne sommes plus sur l'aspect physique de l'architecture du bus, mais désormais dans l'aspect
informations dans l'aspect logiciel. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de calculateur, mais plutôt des nœuds. Donc, pour faire la différence entre avec l'aspect physique, qui est les câbles qu'on voit, et le boîtier qu'on voit, et ainsi de suite. Donc tout ce qui est visible, tout ce qui est visuel. Donc, on change donc de langage pour parler plutôt de nœuds quand on commente la communication au sein du bus, au sein du bus CAN notamment. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure, le module HVAC, c'est le module qui s'occupe du confort de cabine, climatisation, chauffage. Bon, il y a le BCM. Tous ces modules-là, chacun de ces modules est raccordé au bus par le biais de deux câbles uniquement. Alors, pourquoi j'insiste sur cet aspect? Parce que avant le bus CAN, puisque les calculateurs doivent non seulement remplir les tâches pour lesquelles ils ont été installés sur un véhicule, mais ils doivent également communiquer entre eux. Alors, avant le bus CAN donc, chaque calculateur était relié aux autres. On avait donc une architecture comme celle-ci. Le calculateur EQ était raccordé à tous ces autres calculateurs par une technique de connexion qui s'appelle la connexion point à point. Alors, pareil pour le calculateur de l'ABS, lui aussi devait être connecté à tous les autres calculateurs. Ensuite, le calculateur instrument cluster, lui aussi, devrait être raccordé à tous les autres. Pareil pour le calculateur de l'airbag, qui doit être raccordé à tous les autres. Ensuite, le calculateur de l'HVAC, qui doit également être raccordé à tous les autres. Donc, vous voyez que ça rendait le schéma assez complexe, que ce soit dans l'implémentation ou dans la maintenance, mais dans la maintenance beaucoup plus, parce qu'avec une telle toile d'araignée, ça peut ne pas être évident de se retrouver en cas de problème. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est une connexion point à point qui a été retirée de la construction automobile. Alors, je tiens à préciser que à l'époque où on utilisait la connexion point à point, les entrepreneurs de la réparation utilisaient un certain nombre d'outils pour diagnostiquer les pannes qui se posaient sur le système électrique de la voiture. Alors, à l'heure où on passe du système point à point pour le bus CAN, les outils de diagnostic également changent. Alors, si avant on utilisait une lampe témoin pour tester, pour faire son diagnostic, de nos jours on peut utiliser un PC, un ordinateur, on peut utiliser une tablette, on peut utiliser, on peut utiliser une carte de développement qui va aller interroger les différents calculateurs qui sont présents sur le bus. Donc c'est également quelque chose de très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire de la réparation, on doit être assez outillé, on doit posséder des outils modernes, on doit avoir des équipements assez récents pour pouvoir poser des diagnostics fiables. Alors, on a ici au bout du bus le port OBD qu'on a vu tout à l'heure. Bon, sur le schéma, il semble être à l'arrière du véhicule, bon, mais c'est pas important. Nous avons vu que le port OBD2 particulièrement, il est toujours quelque part ici sous le volant. Le plus souvent il est sous le volant. Bon, avec OBD1 on peut le retrouver sous la cabine, on peut le retrouver dans la boîte à gants, on peut le retrouver dans le cendrier, ainsi de suite. Mais l'OBD2, il est recommandé de l'installer sous le volant.
Alors nous allons passer à l'aspect diagnostic d'une voiture moderne. Alors pour un diagnostic et reporting facile, le BusScan utilise le port OBD2 femelle à 16 pins, comme on l'a vu dans l'illustration précédente. Parce que généralement, on parle de reporting ici parce que généralement, pas toujours, mais le plus souvent, les outils de diagnostic disponibles proposent de générer un rapport au terme du diagnostic, un rapport qu'on peut imprimer ou qu'on peut envoyer par mail. C'est pour ça qu'ici on parle de reporting. Le rapport de diagnostic ressort souvent les codes d'erreur. J'ai souligné ça un peu plus tôt quand on parlait du regroupement des fonctions qu'on retrouve dans un véhicule. Donc, les codes d'erreur générés par les différents calculateurs sont disponibles via ce port OBD2. Donc on a le bus CAN qui est là. Sur ce bus, nous avons vu qu'on y connecte des calculateurs. Ici, là, on a le calculateur numéro 1. On a un deuxième calculateur qui est sur le bus. Le calculateur, appelons-le le calculateur numéro 2. Alors, si le calculateur numéro 1 s'occupe de l'ABS, par exemple, et le calculateur numéro 2 s'occupe par exemple de, on va dire quoi, il s'occupe des instruments de bord, dans le calculateur IC. Alors, au cours de diagnostic, on va connecter l'outil de diagnostic sur le port OBD2. On l'a vu, c'est un port qui a 16 broches, 16 pins. Donc sur ce port là, on va connecter notre outil de diagnostic. Notre outil de diagnostic viendra lire les codes d'erreur que chacun de ces calculateurs a stocké au cours du fonctionnement. Si le calculateur ABS a détecté un défaut pendant son fonctionnement, il va stocker ce code là, et ainsi notre outil de diagnostic viendra donc lire ce code défaut qui a été stocké dans le calculateur et nous l'afficher sous forme de rapport. Alors une autre façon de procéder, c'est au lieu qu'on ait à interroger chaque calculateur pour lire le code d'erreur qu'il a stocké, on peut désigner un calculateur parmi tous. On peut désigner un calculateur à qui on va confier entre autres la tâche de stocker les codes d'erreur de tous les autres. Voilà, donc c'est d'ailleurs cette dernière façon de faire qui est de plus en plus utilisée. L'outil de diagnostic, comme on l'a vu tout à l'heure, qui peut être un ordinateur portable, une tablette ou une carte de développement qui a une certaine intelligence, viendra donc lire les codes d'erreur qui ont été stockés dans le calculateur choisi pour stocker les codes d'erreur. Alors, chacun de ces codes d'erreur permet d'identifier le problème. Alors, si on accepte qu'un véhicule peut avoir des problèmes, alors chaque code donc permet d'identifier le problème du véhicule et peut allumer le voyant indicateur de maintenance, le 1000, le voyant indicateur de maintenance 1000, le voyant 1000 que beaucoup de professionnels appellent le check engine. 1000 veut dire malfunction indicator lamp, voyant de défaut, le voyant qui indique le défaut. Nous avons vu tout à l'heure que les codes d'erreur sont repartis par domaine. Alors c'est pour ça que ici on parle d'identifier le problème donc à partir seulement du préfixe
du code d'erreur, on peut savoir dans quel domaine se trouve le dysfonctionnement qui est sur le véhicule. On l'a vu tout à l'heure, pour tous les problèmes, tous les dysfonctionnements liés à la transmission de puissance, c'est le code avec le préfixe P. Donc, tout ce qui est autour de la transmission de puissance, et gestion moteur bien sûr. Alors, les codes d'erreur qui sont de la catégorie de l'habitacle ont le préfixe B. Et les codes qui sont de la catégorie châssis ont le préfixe C. Et les codes qui expriment les dysfonctionnements liés à la communication, n'est-ce pas, ont le code d'erreur commençant par U. Voilà, donc seulement en lisant un code, on sait déjà où se situerait le problème, même si le code n'est pas commenté. Plus souvent, lorsque l'outil de diagnostic génère son rapport, il donne en plus du code, il fait une description de ce code-là, donc de façon à vous donner encore plus de détails sur le dysfonctionnement en question. Je l'ai dit tantôt, le port OBD ne permet pas seulement de faire du diagnostic, mais il permet aussi d'avoir des données en temps réel sur, par exemple, la vitesse, le freinage ou la consommation du carburant. Alors, ces informations-là sont souvent disponibles sur les logiciels de diagnostic, sur les outils de diagnostic. Par expérience, les garagistes, les mécaniciens, les entrepreneurs de la réparation automobile ne prêtent pas souvent attention à tout ce flot d'informations. C'est plutôt une erreur, car le monitoring de toutes ces données vous donne l'état du véhicule à un moment donné. Imaginons que vous avez un client que vous avez réussi à fidéliser. Le simple fait de surveiller ces informations vous permettra, le jour que quelque chose cloche sur le véhicule, de voir par exemple que voilà, au ralenti, mon véhicule consomme par exemple 10 mg de carburant à la seconde, et que maintenant c'est passé de 10 mg à la seconde pour 30 mg à la seconde. Vous allez comprendre que quelque chose ne va pas. Donc voilà le data logging sur les véhicules modernes. Ça s'appelle le data logging. La visualisation de toutes ces données en temps réel, ça s'appelle le data logging. Alors c'est très utile, comme je venais de l'expliquer. Alors ça vous permet, c'est un peu comme à l'hôpital, comme lorsqu'un médecin prend les paramètres de son patient. Alors pour un entrepreneur de la réparation, le data logging lui permet d'avoir les paramètres de son véhicule en temps réel. Le port OBD2 est également utile car il pourrait donner accès à la télématique. La télématique, c'est tout ce qui est communication à distance avec le véhicule. Alors, ça peut être la gestion de la position, ça peut être la radio, donc tout ce qui est télécommunication embarqué à l'automobile, c'est ça qu'on appelle la télématique. Donc grâce à l'OBD2, de telles options sont possibles. Alors, le port OBD2 est aussi utilisé pour reprogrammer les calculateurs. Quand on achète une voiture, on l'a vu, une voiture peut avoir plusieurs calculateurs. D'ailleurs, de nos jours, une voiture a forcément plusieurs calculateurs de nos jours. Alors, on pourrait être amené à reprogrammer un calculateur, par exemple, dans un cas où le calculateur présent est grillé, il est défectueux, le calculateur présent est défectueux, et il faut le remplacer. Et pour le remplacer, il faudra programmer le nouveau calculateur qu'on va installer sur le véhicule. Alors là, on pourra utiliser le port OBD2 pour faire la programmation du nouveau calculateur. Ou encore, on peut
pour des raisons de maintenance, on peut avoir besoin de supprimer une fonction sur le véhicule et passer par le port OBD2 pour communiquer avec le calculateur sur lequel on veut supprimer la fonction et procéder ainsi à la suppression effective de cette fonction. Nous avons vu tout à l'heure que l'information vient des capteurs, arrive sur le calculateur et le calculateur va générer une action sur un actuateur. Alors si pour des raisons de maintenance on décide de supprimer cet actuateur, alors ce qu'on va faire, si on est amené à supprimer cet actuateur, ce qu'on va faire c'est de venir dans le programme qui est dans ce calculateur, le modifier pour lui dire de ne plus envoyer des signaux sur cet actuateur. Ça peut par exemple être la vanne EGR qu'on veut supprimer pour une raison et pour une autre. On veut supprimer la vanne EGR. Alors la suppression physique seule ne suffira pas parce que le programme qui est dans le calculateur, étant toujours présent, va se rendre compte que la vanne EGR n'est plus présente et signaler un défaut et signaler un problème sur le véhicule. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est dire à ce programme de ne plus s'intéresser, de ne plus considérer cette vanne EGR. Bon, sur certains modèles, il faudra faire les deux, c'est-à-dire modifier le programme qui est dans le calculateur et la suppression physique de la vanne EGR. Alors tous ces aspects doivent être maîtrisés au bout des doigts par les entrepreneurs de la réparation automobile. C'est très important si vous voulez proposer des services de qualité et à la pointe de la technologie. Il faut maîtriser, il faut avoir au bout des doigts la maîtrise, c'est pas de toute cette gymnastique liée au diagnostic et à la maintenance, aux techniques de maintenance qu'on aura à faire sur les véhicules modernes. Alors le port OBD2, voici à quoi il ressemble. Alors ça c'est le port OBD2 côté véhicule. Alors je donne cette précision parce que nous avons vu que l'outil de diagnostic vient se connecter sur le port OBD2. Ça veut dire que lui aussi, l'outil de diagnostic lui aussi doit avoir cette forme-ci pour pouvoir s'ajuster au port OBD2 déjà disponible sur la voiture. D'ailleurs, nous avons d'ailleurs vu tantôt que le port OBD2 qui est sur la voiture comporte 16 pins femelles. Alors, ça veut dire que ici, c'est plutôt les orifices qu'on a ici. C'est plutôt les orifices qu'on a. Et l'outil de diagnostic, lui, il va donc venir s'insérer dans ces orifices-là, établissant ainsi une communication électrique entre les différents pins du port OBD2. Alors, bien que le port OBD2 ait 16 pins, alors tous les 16 pins ne sont pas toujours utilisés et le brochage du port OBD2 n'est pas normalisé à proprement parler. Bon, mais d'usage, certains pins sont réservés pour des fonctions bien précises. C'est ainsi que sur le pin numéro 16 qui est ici, on va retrouver la tension de la batterie. Toujours, on va y retrouver la tension de la batterie sur le pin 16. Sur le pin 14 et sur le pin 6. Sur le pin 14 et sur le pin 6, on va retrouver le bus scan. On a vu tout à l'heure que le bus scan était physiquement constitué de deux lignes, de deux câbles. Donc il y aura un câble qui sera solidaire, qui sera électriquement relié au pin numéro 6 et un autre canal du bus sera relié au pin 14 du port OBD2. Alors le bus, le canal qui est relié sur le pin 6 s'appelle le
le canal haut. Le canal qui est relié sur le pin 14 s'appelle le canal bas. Donc ça s'appelle, les désignations sont en anglais, ça s'appelle can high, et ici on a le can low. Alors nous avons également ici les pins 7 et les pins 7 et 15 qui sont eux aussi très souvent utilisés, raccordés au système. Alors sur le bus, sur le pin numéro 7, on a un autre bus dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, qui est le K-Line. Le K-Line qui est un bus du diagnostic. Et sur le pin 15, on a le bus L-Line qui est un bus d'identification. C'est-à-dire que quand vous connectez votre outil de diagnostic sur le port OBD2, il faudra que votre outil de diagnostic alors s'identifie. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que chaque élément, chaque nœud du bus a une adresse pour que les échanges se fassent sans ambiguïté. Donc chaque élément, chaque nœud, chaque calculateur qui est sur le bus CAN a une adresse. Donc c'est pareil, lorsque vous connectez votre outil de diagnostic, il va falloir qu'il s'identifie sur le bus. Alors ça se fait à l'aide de ces deux bus-ci, le L-Line et le K-Line. C'est deux bus différents. Alors on a ici sur le pin 4, on a ici sur le pin 4 la masse du châssis du véhicule, et ici sur le pin numéro 5 du OBD2, nous avons la masse des signaux électroniques qui circulent sur le véhicule. Au-delà de ces pins qu'on vient de commenter, alors le reste, la gestion du reste des pins reste de la discrétion du fabricant. Alors il y a des marques en circulation qui ont préféré de personnaliser leur interface OBD2 pour des raisons qui leur sont propres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être figé. Il ne faut pas être figé avec quand on travaille sur un système aussi complexe que les voitures actuelles. Il ne faut pas être figé. Il faut chercher à avoir la bonne information, et ayant la bonne information, comprenant les principes qui régissent le système en question, alors vous allez très vite démêler les choses et donner pleine satisfaction à votre clientèle. Alors maintenant, nous allons voir l'influence de l'intelligence artificielle sur les voitures modernes. Alors grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle option par exemple aide les conducteurs à éviter les accidents. Alors cette option s'appelle ADAS, qui veut dire Advanced Driver Assistance System, le système ADAS. Donc c'est le système ADAS, c'est une technologie qui utilise des capteurs ultrasons, des caméras, des capteurs de proximité, des radars également et des lidars. Alors la différence entre un radar et un lidar, la différence c'est que le radar utilise le son, alors que le lidar utilise la lumière. Donc voilà la principale différence entre ces deux instruments. Alors le système ADAS donc utilise tous ces instruments là pour assister le conducteur afin d'éviter les collisions. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un véhicule doté du système ADAS, vous pouvez faire une marche arrière sans ni regarder derrière, ni regarder sur un écran. Vous enclenchez juste la marche arrière et vous reculez. À proximité d'un obstacle, le système va s'arrêter tout seul et vous signaler qu'il y a un obstacle. Donc c'est un système assez intelligent.
qui a été mis sur pied grâce à l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est également de l'informatique, mais qui a la particularité de générer au lieu d'une action, je reprends un peu la chaîne d'information qu'on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu que un calculateur recevait de l'information du capteur ici. Cette information générait une action sur un actionneur ou un actuateur. Ça, c'est avec l'informatique classique, avec l'informatique classique, avec de l'intelligence artificielle. Au lieu que le programme qui est dans le calculateur génère une action, il peut générer plutôt un autre programme. Il peut générer un autre programme qui sera traité avant maintenant de générer une action qui va venir sur l'actuateur qu'on veut commander. Donc voilà un peu la particularité de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors cette technologie peut aussi à l'aide des algorithmes de reconnaissance faciale émettre des alertes lorsque le conducteur est distrait. C'est-à-dire c'est un système avec des instruments qu'on a vu tout à l'heure, les caméras et autres. On les installe de façon à ce que les caméras voient bien le visage du conducteur du véhicule. Alors avec des algorithmes de reconnaissance faciale, les logiciels pourront savoir si à un moment donné le conducteur du véhicule est distrait ou pas. Et lorsque le logiciel va déterminer que le conducteur est distrait, alors il va déclencher des alertes. Alors pendant le Covid, on a vu en Chine des engins comme celui-ci se déplaçant tout seul pour asperger des insecticides, des stérilisants un peu partout dans des cités, dans les rues. Ces véhicules se déplaçaient tout seuls. Alors ça aussi c'est possible grâce à l'intelligence artificielle. Alors j'en parle ici pour qu'on comprenne un peu où est-ce qu'on pourrait s'orienter un jour dans l'évolution des technologies embarquées à l'automobile. Donc ça appelle les entrepreneurs du domaine à creuser davantage, jour comme de nuit, sans relâche, pour être à la page. Parce que à cette allure où ça se développe, on risque d'enregistrer plusieurs retardataires en ce qui concerne la maintenance de ces systèmes. Alors nous allons voir maintenant les véhicules électriques hybrides. Alors je tiens à souligner qu'un véhicule peut être électrique sans être hybride. Ce sont des notions qui échappent souvent. Mais par contre, un véhicule hybride, avec les technologies actuelles, est forcément électrique. Mais un véhicule électrique n'est pas forcément hybride. Hybride veut dire qu'on associe deux technologies différentes. Alors pour les véhicules, pour les HEV actuels, il s'agit de la technologie avec un moteur à combustion avec la technologie électrique. Quand on associe ces deux technologies, on parlera de véhicules hybrides. Alors, si nous n'avons que du tout électrique dans un véhicule sans moteur à combustion, en ce moment-là, on ne pourra pas parler de véhicule hybride. Alors, maintenant que cette mise au point est faite, nous allons voir le principe de fonctionnement des véhicules hybrides à différents modes de fonctionnement. Le premier mode de fonctionnement que nous allons voir, c'est du pur électrique. Tout électrique. Alors lorsque c'est du tout électrique, et l'énergie stockée dans les batteries est envoyée dans cette boîte qui est en réalité un inverteur, c'est de l'électronique, un inverteur qui va traiter cette énergie-ci
l'amplifier et l'envoyer vers ce moteur électrique. Le moteur électrique va convertir l'énergie électrique reçue en énergie mécanique qui, à son tour, sera transmise vers les roues motrices du véhicule. Ça, c'est le principe de fonctionnement d'un véhicule, malgré qu'il soit hybride, mais il est en mode électrique uniquement. Alors maintenant, nous allons voir le mode hybride, comment il fonctionne. Alors avec le mode hybride, ça veut dire que nous avons en même temps le moteur thermique qui est en fonctionnement, et nous avons la partie électrique que nous avons vue tout à l'heure qui est également en fonctionnement. L'énergie mécanique produite par le moteur à combustion est transmise au moteur électrique grâce à cet embrayage qui est désormais fermé. Et remarquez que ici l'embrayage est ouvert. Donc ici l'embrayage est collé ici. Les deux plateaux de l'embrayage sont collés. Donc ça fait que les deux arbres ici sont reliés. Donc l'énergie mécanique qui est produite par ce moteur thermique est transmise à ce moteur électrique, ce qui va ajouter de l'énergie mécanique sur cet arbre-ci, puisque cet arbre-ci reçoit également de l'énergie mécanique venant de la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc ces deux énergies mécaniques seront désormais disponibles sur cet axe afin d'être acheminées sur les roues motrices du véhicule. Donc voilà le fonctionnement du véhicule hybride en mode vraiment hybride. Ça veut dire que toutes les options sont mises en marche. Alors maintenant nous allons voir comment un véhicule hybride recharge tout seul ses batteries. Ici les batteries à recharger. Pendant que le moteur thermique ici envoie de l'énergie mécanique sur l'axe du moteur électrique ici, afin que cette énergie mécanique soit transmise aux roues motrices. Alors on peut changer le mode de fonctionnement de ce moteur, puisque en ce moment-ci on ne veut plus qu'il convertisse de l'énergie électrique en énergie mécanique. Il est donc disponible et on peut changer son mode de fonctionnement, donc le faire passer de mode moteur en mode générateur. Donc c'est donc ainsi que l'énergie mécanique qui est sur l'arbre qui traverse ce moteur-ci, grâce à la fonction génératrice de ce bloc-ci, va convertir une partie de cette énergie mécanique en énergie électrique qui va arriver sur ce bloc-ci. Bon, pareil pour ce bloc. Maintenant, pour ce cas-ci, il ne délivre plus d'énergie vers le moteur. Il n'alimente plus le moteur en énergie électrique, mais c'est plutôt l'inverse. Donc, en ce moment, ce bloc va se comporter plutôt comme un chargeur de batterie. Donc, cette énergie électrique venant du générateur ici va arriver sur le chargeur de batterie et conduit vers les batteries pour la mise au point de celle-ci. Donc voilà comment un véhicule hybride peut tout seul recharger ses propres batteries tout en circulant, tout en se déplaçant. Maintenant nous allons voir comment, sans l'assistance du moteur thermique ici, on peut tout de même recharger la batterie. Mais là, il faudra faire tourner les roues motrices. Et dans la pratique, je ne vois cela possible que sur une pente, sur une descente. Si on peut arrêter le fonctionnement de ce moteur-ci, séparer les deux plateaux de l'embrayage comme tel que ça se présente sur l'image. Alors ça va isoler cet arbre de celui-ci. Maintenant, l'énergie mécanique disponible sur ce moteur-ci sera convertie en énergie électrique. Ça veut dire qu'une fois de plus, ce moteur-ci doit passer de mode moteur en mode générateur. Donc cette boîte doit passer de mode moteur en mode générateur pour
convertir cette énergie mécanique en énergie électrique. Cette énergie électrique va arriver sur cet autre composant qui est le chargeur de batterie. Et le chargeur de batterie donc, va adapter cette énergie électrique au parc de batterie disponible ici afin de faire leur mise à point. Voilà grosso modo les différents modes de fonctionnement d'un véhicule hybride. Alors c'est également des informations à posséder, à maîtriser, car il est possible que d'ici quelques années, qu'on se retrouve avec beaucoup plus de véhicules hybrides, peut-être pour des raisons écologiques et économiques, qu'on se retrouve avec beaucoup plus de véhicules hybrides que de véhicules avec uniquement moteur thermique. Alors, vous avez certainement pu comprendre que ces véhicules sont d'un fonctionnement un peu plus complexe, donc des technologies un peu plus complexes. Alors ça veut dire qu'il faudra augmenter de vigilance lorsqu'il faudra intervenir sur de tels véhicules. Alors nous allons un peu délirer en se posant la question de savoir que nous réserve l'avenir. Alors peut-être que, alors moi je vous pose la question, pour vous, selon vous, quel changement pourrait apporter les voitures de demain dans notre quotidien? À quoi pourraient ressembler les voitures de demain? J'attends vos réponses dans les commentaires. Bon, mais moi j'ai eu quelques idées que je vais vous présenter. C'est un peu de folie. Bon, j'ai pensé par exemple qu'une voiture, un jour, peut-être, pourrait plutôt avoir un cockpit au lieu d'une cabine, comme c'est le cas en ce moment. On pourrait plutôt parler d'un cockpit parce que la voiture a atteint un niveau d'autonomie tel que son chauffeur ou son conducteur ou son pilote peut se permettre de siroter un verre de bière pendant que la voiture avance toute seule. Voilà. Alors peut-être un jour, les calculateurs qu'on a vu tout à l'heure reliés au Buscan, peut-être qu'ils seront un jour plutôt des calculateurs virtuels logés dans des serveurs embarqués dans des voitures. Alors peut-être qu'un jour ça va arriver. Un autre délire que j'ai eu, c'est que peut-être qu'un jour les voitures pourront remplacer les maisons, de telle sorte que on ne sera plus tenté à se quereller pour un lopin de terrain. Il suffira que chacun ait son véhicule dans lequel on a une TV, de la musique, de l'internet, et on a un téléphone. Alors il manque quelque chose là. On a un téléphone, on a un petit coin dans la voiture pour se coucher. Alors cela éviterait peut-être des guerres entre les frères, entre les amis, entre les voisins, puisque la maison sera quelque chose de secondaire en ce moment. Alors peut-être, un autre délire, peut-être qu'un jour on n'aura plus d'accidents de voiture parce que les voitures seraient devenues très intelligentes. Avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, avec des lidars, des radars, des caméras et tout ça, peut-être qu'un jour on n'aura plus des accidents de voiture grâce à cette intelligence embarquée dans des voitures. Un autre délire que j'ai eu, c'est que peut-être qu'un jour nos voitures seront interconnectées, c'est-à-dire que la mienne pourra communiquer avec la tienne. Pour se dire quoi, je ne sais pas, peut-être qu'un jour ça pourra arriver. Alors un autre délire que j'ai eu, c'est que un jour, peut-être que on pourra envoyer sa voiture faire des courses. Par exemple, si je veux m'offrir un nouveau costume, il suffira en ce moment-là de prendre juste mon téléphone, d'appeler mon fournisseur de costumes, lui dire voilà, je vais t'envoyer mon véhicule de telle couleur, immatriculé comme ça, et je vais programmer l'itinéraire dans le véhicule, et le bidule va se mettre en route tout seul
Arrivé chez mon fournisseur de costumes, il va se garer, le vendeur va ouvrir la porte, déposer le costume et refermer la porte, et la voiture va reprendre le chemin retour jusqu'au domicile. Alors peut-être qu'on y arrivera un jour. Donc voilà autant de délires que moi j'ai eu. J'attends les vôtres en commentaire. Avant de se dire au revoir, je voudrais faire un petit recap sur tout ce qu'on a vu. Alors, nous avons vu que grâce à l'électronique embarquée, le marché de l'automobile est en perpétuelle évolution avec l'intégration de nouveaux systèmes, des systèmes assez complexes. On a vu qu'un système embarqué regroupe à la fois la partie logicielle et la partie matérielle, et ces deux parties sont étroitement liées. Ça veut dire que si on a un diagnostic à faire, on doit penser à la coexistence de ces deux aspects-là pour mener un diagnostic optimisé, un diagnostic de façon professionnelle. Alors, les fonctions d'un véhicule moderne sont catégorisées, et on a vu que ces différentes catégories se reflètent sur les codes de défaut que peuvent nous renvoyer notre outil de diagnostic. Nous avons vu que le code défaut ayant le préfixe P appartient à une catégorie. Des fonctions qu'on retrouve sur un véhicule, les codes de défaut avec le préfixe B également appartient à une catégorie. Pareil pour les codes de défaut avec préfixe C et les codes de défaut avec préfixe U. Alors le préfixe U, on a vu que c'est pour tout ce qui est lié à la communication. Donc si on a un code de défaut avec le préfixe U, donc cela renvoie à un dysfonctionnement sur tout ce qui est communication sur le véhicule. Alors, chaque calculateur gère son propre système, mais on a vu que tous les calculateurs interagissent entre eux à travers un bus de données qui s'appelle le bus scan. Nous avons vu que le port OBD2, non seulement il sert à faire des diagnostics, mais il peut également servir à reprogrammer les calculateurs ou alors à faire du data logging, c'est-à-dire à surveiller les paramètres de son véhicule ou le véhicule de son client. Alors, l'apport de l'intelligence artificielle, nous l'avons vu, par exemple, qui a permis de mettre sur pied des systèmes comme de la DAS ou alors des robots comme on l'a vu en Chine pendant le Covid qui pulvérisaient des insecticides, des produits désinfectants ici et là sur tout le long des rues et au pied des immeubles. Alors nous avons vu le brochage du port OBD2. Nous avons vu que ce brochage n'est pas toujours le même d'un véhicule à l'autre, mais qu'au-delà de ces différences, certains pins étaient toujours utilisés par tous les fabricants. Et enfin, nous avons vu le principe de fonctionnement des voitures HEV, donc des voitures hybrides. Alors, nous les avons abordés sous 4 angles différents. Voilà. Et nous avons vu que ces voitures HEV sont encore beaucoup plus complexes en termes de maintenance, parce que non seulement elles regorgent de technologies différentes, mais on y retrouve également de très fortes tensions, dues au parc de batteries qui s'y trouve. Donc, en somme, nous dirons que pour pouvoir travailler sur les voitures actuelles et les voitures de demain, il faut beaucoup d'efforts de la part des entrepreneurs du secteur, et voilà, ils doivent creuser de jour comme de nuit pour pouvoir offrir du meilleur à leur clientèle que je souhaite nombreuse. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à très prochainement.